Bonsoir. Bien souvent, pour échapper aux misères du quotidien, il est bon de rêver, de s'évader. Alors, je voudrais vous faire part d'une émission récente, là, que j'ai vue à la télévision, et qui est vraiment intéressante, parce qu'on voit qu'on est toujours dans le même fil d'évolution. À savoir, on dit quand je vous parle de rêver, on pense à l'imaginaire, et l'imaginaire, on s'imagine un peu lapsus, que c'est quelque chose qui sort de notre tête, comme ça, spontanément. Or, avec un peu de réflexion, on s'aperçoit, on peut même se demander si l'imaginaire pur existe. Si l'imaginaire n'est pas simplement euh, une observation inconsciente, un pressenti du réel qui nous entoure, bref, une incapacité à nous émanciper de notre environnement. Tout ce que nous, entre parenthèses, imaginons, nous le prenons plus ou moins dans notre environnement, parfois sans le savoir. Alors, bien évidemment, en disant prendre la source de l'imaginaire dans l'environnement, on pense à Léonard de Vinci, qui, pour faire ses peintures, observe le corps humain, dissecte, et d'autres sculpteurs après lui le feront également. Et de même, l'invention de machines qui plus tard, même si les siennes n'étaient peut-être pas forcément, comment dire, ne pouvaient pas euh, fonctionner, il y avait quand même l'idée qui plus tard est reprise et devient quelque chose qui est entré donc dans notre monde moderne. On a vu des tas de machines de Leonard Vinci, sont plus ou moins toutes finalement parvenues. Et il y a d'autres exemples, même l'intelligence artificielle, vous avez toujours comment dire, avant que la technique apparaisse, quelqu'un qui le rêve, qui l'invente. Et parfois, eh bien, on peut se demander, mais d'où on peut penser que ça sort simplement de notre tête. Alors là, je vais vous faire un petit rappel de, par exemple, de ce qui était des croyances religieuses de l'Antiquité, de la gnose, où on vous parlait des dieux. C'était une religion, enfin une vision religieuse commune à plusieurs religions, aussi bien le judaïsme que les Grecs qui avaient plusieurs dieux, ou que les Égyptiens, à savoir qu'à l'origine, vous aviez un Dieu pur de lumière et que l'enrichissement en matière donnait des dieux de moins en moins purs, moins en moins parfaits, puisque la matière va avec la, la corruption, la putréfaction. Et donc, l'idée était que même certains allaient jusqu'à dire que la Terre donc était imparfaite, aussi bien au sens moral qu'au niveau de l'éphémérité de la vie de ses habitants, du fait qu'elle était faite par un Dieu qui était donc un Dieu qui n'était pas un Dieu d'esprit pur, de lumière, mais un Dieu de matière. En fait, ça pourrait correspondre effectivement à notre Soleil. Et en y réfléchissant, eh bien, cette idée de matière qui s'enrichit, c'est exactement ce qu'on observe dans l'amas de galaxies qui donnent des étoiles, les systèmes stellaires qui aboutissent à des planètes. Donc, quelque part, même lorsqu'on formule une idée religieuse, une pensée, on peut penser que pour certains qui seraient pur esprit, eh bien, on la retrouve un parallèle troublant avec en fait l'organisation de l'univers. Comme tout, finalement, de ce que nous imaginons peut se rapporter au réel. Partant de là,
Eh bien, il y a une toute nouvelle théorie scientifique concernant l'origine de l'univers. C'est que notre univers serait en fait un univers holographique. En quelque sorte, nous sommes fabriqués par une machine en 3D. La machine en 3D, finalement, c'est l'image inconsciente que nous avons gardée de notre univers. Alors, je vais être un peu plus explicite. Donc, voici l'image d'un trou noir. Donc, vous voyez, le trou noir absorbe la lumière et passé l'horizon, c'est-à-dire quand vous approchez de cette lune, irrémédiablement, la lumière est attirée et disparaît. Et cette surface selon laquelle la lumière ne peut pas, parce que à une certaine distance, elle peut être détournée mais s'éloigner, qu'elle rentre dans l'horizon et qu'elle n'en sort plus, donc ça s'appelle l'horizon du trou noir. Voilà. Et donc, les trous noirs sont censés absorber toute la matière. Et pour les astronomes, les physiciens, cela pose un paradoxe concernant l'information liée à la matière. Alors, je vais vous faire voir cet article. Je vais passer. Voilà. Donc, ah, attendez, on va retourner voir le début plutôt. En 1974, oui, quand je disais l'observation, c'est par exemple en aéronautique, l'observation du vol des insectes, dans d'autres domaines aussi, l'observation aussi des oiseaux, tout cela a aidé à progresser dans certaines techniques, notamment dans l'aéronautique. Maintenant, donc, c'est beaucoup, plusieurs découvertes, donc par l'observation du vivant, ont permis de perfectionner les techniques. Donc, en 1974, le physicien Stephen Hawking démontre que les trous noirs subissent un phénomène d'évaporation et que l'information qu'ils contiennent, celle de la matière absorbée au cours du temps, est définitivement perdue lors de cette évaporation. Cependant, selon la mécanique quantique, l'information ne peut jamais être détruite. Elle fait l'objet d'un principe fondamental de conservation. Cette potentielle perte d'information dans les trous noirs, contraire au postulat de la mécanique quantique, adopte très vite le nom du paradoxe de l'information. Dans le même temps, le physicien Jacob Bekenstein montre qu'il existe une limite maximale à l'entropie. L'entropie, c'est-à-dire c'est le désordre. Désordre, c'est quand vous avez... Alors, l'ordre, eh bien, c'est quand une réaction chimique est en équilibre. Si elle rentre dans un déséquilibre, eh bien que vous n'avez pas de possibilité de retour à l'état initial, eh bien c'est l'entropie. L'entropie qui correspond au désordre. Chaque fois que vous fournissez un travail, c'est aussi donc vous augmentez l'entropie. Donc maximale l'entreprise, c'est-à-dire la quantité d'informations qu'un volume d'espace peut contenir. La matière et l'énergie sont entièrement définies par leur information et cette information se décompose en bits 0 et 1. Bekenstein démontre que dans une région donnée d'espace, il existe une quantité maximale de bits pouvant décrire la masse et l'énergie contenues dans cette région. Mais surtout, il démontre que cette quantité maximale d'information entropie
est proportionnelle à l'aire de la région considérée. Donc, il montre que l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à l'aire de son horizon des événements et donc à sa surface. Et c'est là qu'on va arriver à notre machine en 3D. En 1993, donc, le physicien Gérard Hout s'appuie sur les travaux de Bekenstein et montre que la surface totale d'un trou noir peut être décomposée en unités fondamentales, les aires de Planck, mesurant 10 puissance moins 66 cm². En utilisant les calculs de Hawking, il indique que 4 aires de Planck, bon, enfin, on va passer là, ça, une unité d'entropie par information. Donc, à partir de là, il propose la solution suivante donc, au paradoxe de l'information. Lorsque la matière ou de l'énergie tombe dans un trou noir, son information est encodée sur la surface bidimensionnelle du trou noir, c'est-à-dire sur la sphère, hein, dans le réseau formé par les aires de Planck. Cette information est donc restituée lors de l'évaporation du trou noir, puisqu'on a même observé un peu de lumière blanche qui s'évapore donc des trous noirs. Donc la lumière n'y reste pas éternellement. Et donc, d'après lui, l'information est restituée. Ainsi, si on veut savoir ce que contient le trou noir, il faudrait lire donc l'information encodée à sa surface. Alors à partir de là, la théorie de la création de l'univers, eh bien, on sait où le trou noir absorbe la matière, et ça pourrait être le début et la fin d'un univers, en somme, puisque vous avez toute l'information qui va être en périphérie du trou noir, et avec la libération de la matière, l'information est redonnée à cette matière pour évoluer dès le départ, initialement, dans des conditions de pression, de température, etc., qui vont définir l'évolution de l'univers. Alors là, je vais vous montrer un livre qui est un peu poétique, qui était intéressant, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, L'or de s'enivrer. Alors Hubert Reeves, lui, donc il en était à la théorie du Big Bang. Théorie du Big Bang qui a des défauts et qui est contredite donc sur certains points par des observations des astrophysiciens. D'où cette idée d'univers, comment on appelle, d'univers oh, j'ai oublié le nom, de cet univers donc d'imprimante en 3D, hein, puisque à ce moment-là, donc, tout ce que lui dit qu'au départ dans son livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous montre que sans des conditions particulières de pression, de température initiale, vous n'aviez pas la formation déjà de certains atomes, de certains, même en dessous de l'atome, hein, de particules subatomiques. Et ensuite, tout est déterminé pour l'évolution des amas galactiques d'un équilibre entre les forces centrifuges, les forces d'attraction, etc., qui font que l'univers doit évoluer suivant une certaine courbe, et que sans cela, eh bien, on n'arrivait pas jusqu'à la formation de galaxies, d'étoiles telles qu'on la connaît, et donc finalement jusqu'à la vie sur notre planète. Donc il montre un continuum depuis l'origine de l'univers jusqu'à l'apparition de la vie. Eh bien, on peut garder donc ce raisonnement, mais avec un départ d'univers qui serait en fait, voilà, un hologramme. Donc nous sommes bien de la matière, hein, mais cette matière est construite donc par l'information holographique conservée à l'horizon du trou noir. Alors paraît-il que dans 2035, il devrait y avoir des calculs, enfin je ne sais quoi, d'observation
qui devrait permettre donc de soutenir cette hypothèse. Voilà. Mais donc voilà la nouvelle hypothèse qui donc succède à celle du Big Bang. Bonne soirée.